Donc, bonjour. Je donne tout de suite la parole au bureau du procureur. Madame Simpson, vous avez toute la séance à votre disposition avec les collègues qui souhaitent parler et prévoyons nous interrompre le plus tard vers 17 heures. Donc, avant 10 minutes avant 17 heures, oui. Voilà. Donc, avec l'ordre que vous avez de la parole, chacun de vous. Voilà. Vous avez l'office du procureur, vous avez la parole. Thank you, Madam President. Monsieur Van der Werf, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je vais à présent vous présenter les éléments de preuve de l'accusation démontrant que les crimes reprochés au titre des chefs 1 à 12 du document de notification des charges, à savoir l'emprisonnement, la torture, traitement cruel, les atteintes à la dignité de la personne, d'autres actes inhumains, le viol, la violence sexuelle, le meurtre et les tentatives de meurtre. Dans ma présentation, je vais décrire le schéma et le caractère systématique de la commission de ces crimes par les auteurs de Mitiga et résumerai les éléments de preuve clés démontrant les éléments juridiques de ces crimes. Afin de prouver ces crimes aux fins de la confirmation des charges, l'accusation a l'intention de se fonder sur les récits de 47 anciens détenus de Mitiga. Pendant des années, chacun de ces survivants de la prison de Mitiga a souffert d'actes et de crimes indicibles aux mains du suspect et d'autres membres de son groupe. Les récits de ces 47 témoins dressent un tableau cohérent et convaincant qui place Khaled al-Hishri au centre d'une machine conçue pour infliger une douleur extrême, une profonde humiliation, une exploitation sans fin et, somme toute, la destruction de la vie de ceux qui sont détenus à Mitiga. Madame la Présidente, les prochaines diapos sont confidentielles. Nous pouvons rester en audience publique, mais je demanderai à ce que ces diapositives ne soient pas diffusées au public. Ces 47 détenus sont des hommes, des femmes, et au moment des crimes visés par les charges, des enfants qui ont été témoins des crimes commis par Khaled el-Heshri et d'autres auteurs de Mitiga. En fait, ce sont une des victimes directes des crimes commis par Khaled el-Heshri. 45 de ces témoins étaient en détention à différents moments pendant la période visée par les charges, et nombre d'entre eux sont restés emprisonnés même après la période des charges. L'accusation se fonde également sur 2 anciens détenus qui ont été détenus juste après le cadre temporel des charges. Les 45 victimes ont été détenues en prison pendant des périodes allant de quelques jours, plusieurs jours à quelques... s'étendant jusqu'à une période de 6 ans entre mai 2014 et juin 2020. En moyenne, les détenus passaient 2 ans et demi en détention. Et comme je l'ai indiqué, nombre d'entre eux sont restés emprisonnés à Mitiga, même après la période des charges. Prochaine diapositive et les prochaines, cette diapo et les prochaines peuvent être diffusées au public. Madame la Présidente, s'il est vrai que chacun de ces 45 anciens détenus ont été témoins des crimes commis jour après jour par Khaled el-Heshri et par les auteurs de Mitiga, de leur point de vue, leur récit corrobore l'existence d'un schéma de mauvais traitement extrême, de l'arrestation à la libération. Les auteurs de Mitiga ont ciblé des victimes principalement à Tripoli et autour de Tripoli, bien que leur portée ait dépassé cette zone. Certaines victimes ont en effet été arrêtées au-delà d'un périmètre de 100 km. Ils ont arrêté les victimes chez elles, dans leur foyer, devant leur famille, devant leurs enfants, dans leur milieu de travail, dans des cafés ou des restaurants, ou encore dans les rues de Tripoli. Ils les ont arrêtés dans des aéroports ou à des barrages routiers dans la ville et autour de la ville. Ils se sont servis des réseaux sociaux pour leur tendre des pièges et enlever les victimes
ou les ont arrêtés pendant qu'ils manifestaient. Lorsque les auteurs ne pouvaient pas retrouver leur cible, ils s'en prenaient alors aux proches, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées, pour faire pression sur eux et les obliger à se rendre. Où qu'ils aient pu les arrêter, les auteurs de Mitiga les ont forcés à monter dans des véhicules, les menaçant de violence, souvent avec une arme au poing, en les menottant, en leur bandant les yeux, en les menaçant et les insultant et les battant. Le P0872 a été touché par balle, il a été obligé de monter dans un véhicule, a été violé par voie anale avec une arme pendant qu'on l'emmenait à Mitiga. Des hommes masqués ont battu le P0486 avec la crosse de leurs armes, l'ont insulté et l'ont menacé de l'abattre avant de l'emmener. Cela s'est produit devant sa femme et son enfant, et la dernière chose qu'ils ont entendue, c'est sa jeune fille qui pleurait pour qu'on le laisse tranquille. La dernière chose que lui a vue de son côté, c'est que l'enfant a vu, c'était son père couvert de sang. Ils ne l'ont plus revu pendant des années. Il ne s'agit pas d'actions d'une force de l'ordre légitime, mais ce sont les actions de criminels. Il est évident que les victimes, en l'espèce, ont été emprisonnées et privées de leur liberté physique. Les crimes démontreront que les auteurs les ont confiné une ou plusieurs personnes en violation des règles les plus fondamentales du droit international, sans leur apporter les garanties nécessaires d'une procédure régulière. C'est également le cas indépendamment de toute violation de procédure, lorsqu'ils l'ont fait dans des conditions qui sont inhumaines ou lorsqu'ils ont infligé des traitements qui ne sont pas compatibles avec les protections accordées au titre des droits humains les plus fondamentaux. Que les victimes, en l'espèce, aient été légitimement suspectées d'avoir commis des crimes ou pas, importe peu. Car, comme vous allez l'entendre, Madame la Présidente, tout au long de ma présentation, à partir du moment où ils ont été arrêtés, jusqu'au moment où ils ont été relâchés, Khaled El-Heshri et les auteurs de Mitiga ont assujetti ces victimes à des violences extrêmes, les ont maintenues dans des conditions inhumaines et les ont privés des droits les plus fondamentaux qui doivent être accordés à quelque détenu que ce soit. Following their arrest, Suite à leur arrestation, la plupart des victimes étaient emmenées directement dans le complexe de Mitiga, dans le quartier Souk al-Jouma de Tripoli, le long de la côte, quelques 8 km à l'est du centre. Précisément, les auteurs prenaient les victimes sur la partie occidentale, ouest du complexe de Mitiga. Les victimes ne savaient pas pourquoi elles étaient arrêtées, ni où elles étaient emmenées. Et ce n'est qu'une fois qu'elles réalisaient là où elles se trouvaient, qu'elles entendaient le bruit des avions atterrir et décoller de la pièce non loin, c'est là qu'ils savaient qu'ils étaient à Mitiga, de la voie de leur co-détenus. Et encore une fois, la façon dont les détenus étaient traités à leur arrivée à Mitiga ne faisait pas de mystère sur les conditions de leur future détention arbitraire. On voit ici la zone en bleu, auquel on fait référence dans le document contenant les charges de l'accusation comme Naklia. Des salles équipées à des fins spécifiques d'interrogatoire et de torture des détenus. À Naklia, à l'arrivée et puis après, tout au long de leur détention, les auteurs interrogeaient les détenus dans une violence extrême. Ils les questionnaient sur leurs affiliations auprès de milices ou de partis au conflit armé, leur point de vue politique, leurs croyances religieuses, morales, leur orientation sexuelle, ainsi que sur leurs connaissances et leur famille. Après cela, ils recevaient des accusations et ils étaient interrogés de manière qui ne faisait aucun sens, qui semblait aléatoire ou qui changeait au fil du temps. Ils n'avaient pas accès à l'avocat. Il n'y avait pas de procédure équitable. Les auteurs demandaient des rançons pour la libération des détenus. Ils les obligeaient à signer des documents sans qu'ils en sachent le contenu. Ils soutiraient de fausses confessions sous la torture et certaines de ces confessions forcées étaient enregistrées en vidéo puis publiées en ligne. Les détenus
avaient des scénarios à lire et ils étaient frappés s'ils ne se montraient pas assez convaincants. Lorsque P1070 a demandé à un avocat et à ce qu'il comparaisse devant un procureur, il a été battu par un long tube en plastique appelé PPR. Il a été frappé à l'estomac par un auteur de Mitiga qui lui a demandé, je le cite, comment osez-vous demander un avocat et vous plaindre de nos procédures? Nous nous en foutons de l'accusation. Nous sommes ceux qui dominons Tripoli. Fin de citation. Les personnes qui interrogeaient Anaklia semblaient souvent ne rien savoir des victimes qu'ils interrogeaient. Beaucoup de ces victimes sont toujours choquées par cet enlèvement violent, devaient expliquer pourquoi elles étaient détenues. Et pourtant, comme le déclare 0498, aucun des détenus n'avait une idée claire ou une compréhension claire des charges qui s'opposaient à lui. Alors, arrivé et après, les auteurs, parmi lesquels Khaled El-Khishri, soumettaient les victimes, hommes, femmes, enfants ou jeunes filles, à des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou reproductives extrêmes pour leur soutirer des informations, obtenir des confessions, les punir ou les forcer à travers une soumission mentale ou physique ou des persécutions. Ces mauvais traitements Anaklia relèvent de la torture, du traitement inhumain ou d'atteinte à la dignité humaine, autres actes inhumains, violences sexuelles et viols. Pour infliger cette douleur, Khaled El-Ishri et les auteurs de Mitiga utilisaient une immense variété de méthodes de torture, de techniques ou d'outils pour torturer, appliquant ainsi des modèles clairs et souvent les combinant pour maximiser la souffrance de leurs victimes. Les tortures en suspension ou les coups étaient courants à Anaklia. Après son arrestation violente, P0872 a immédiatement été emmené à Anaklia, où lui ainsi qu'une femme détenue ont été soumis à une forme de torture en suspension qu'on appelle farouge, qui signifie poulet grillé. Vous voyez à présent sur vos écrans un schéma de cette technique de torture. L'un après l'autre, ils ont été forcés avec leurs genoux sur leur poitrine, leurs bras accrochés à leur tibia. Ils étaient soulevés à l'aide d'une sorte de treuil électrique appelé balanco. Une fois qu'ils étaient suspendus comme ça, Khaled El-Ishri et d'autres frappaient les deux victimes avec des tubes en plastique dur pendant plus d'1 heure. Et, mesdames les juges, tout ceci était fait sous les yeux du jeune enfant de la femme. Ces tortures, par suspension ou par coup, étaient bien souvent sexualisées. Pour accroître les souffrances des victimes et accroître aussi leur sens de vulnérabilité absolue, les auteurs de Mitiga, bien souvent, les dénudaient, leur voilaient les yeux et les suspendaient avant de viser leurs organes sexuels et reproductifs. Une des victimes était torturée de cette manière lorsqu'un des auteurs a fait rentrer un bout de métal, une tige en métal dans son pénis, a tourné le métal en forme de crochet et a tiré. Par exemple, un interrogateur a torturé 1685 avec des chocs électriques sur ses testicules. Il a frappé sur les organes génitaux avant qu'un autre le fasse aussi. 1 heure après, ils en avaient fini avec lui. P1685 était toujours accroché par les mains et lorsqu'il a regardé vers le bas, à travers son bandeau, il a vu du sang surgir de ses pantalons. La violence physique contre les parties génitales était quelque chose de courant à Anaklia. P0667 et P0942 ont tous deux été violemment frappés dans les parties génitales. P0942 décrit ressentir un choc électrique tout au long sur l'ensemble de son corps. Il a failli perdre connaissance et il a vomi de la douleur. Une autre fois, Anaklia, un interrogateur a violemment attrapé ses parties génitales et les a tordues, ce qui fait qu'il a perdu connaissance.
Et en se torturant, il lui a dit, je le cite, « Je ne veux pas que tu aies d'enfant ». Fin de citation. Parmi les éléments de torture à Naklia, il y a également le viol. Au cours d'une session de torture, un interrogateur a descendu le pantalon de 35, le laissant en sous-vêtement et a introduit une pipe en plastique dur dans son anus. Notre détenu a été emmené 2 fois à Naklia et 3 hommes masqués l'ont frappé et l'ont violé analement, l'un après l'autre, l'appelant esclave sexuel ou sabia. Suite à leur interrogatoire initial et la torture à Naklia, les victimes étaient transférées à moins d'1 kilomètre vers le bâtiment principal de la prison. Parfois, ils étaient torturés si gravement, si sévèrement au Naklia qu'ils devaient être transportés ou portés dans une brouette. Le bâtiment principal de la prison couvre une surface de quelques 80 mètres sur 100, entouré d'un haut périmètre, d'un mur de haut renforcé par des blocs en béton avec de multiples miradors. À la prison, les auteurs de Mitiga prenaient au départ les victimes, emmenaient les victimes vers ce qu'on appelle la salle de scanner. Alors là, c'était un théâtre d'humiliation et de fouilles corporelles violentes qui, bien souvent, aboutissaient à des violences sexuelles, voire même des viols. Dans certains cas, il y avait peut-être des raisons de mener ces fouilles, mais la manière dont elles étaient menées était inutile et il faisait ainsi pour que ce soit le plus humiliant possible pour les victimes. Les auteurs de Mitiga ont forcé beaucoup de détenus à se déshabiller et les obliger à se pencher. Certaines victimes étaient fouillées, notamment à l'anus et leur partie génitale. Il y avait des insultes, des menaces, des coups. Parfois, les auteurs utilisaient d'autres détenus pour mener ces fouilles ou les fouiller au vu et au su des autres détenus ou de proches. Les détenus qui étaient forcés d'être les témoins ou de pratiquer les fouilles eux-mêmes étaient ensuite, eux aussi, victimes de violences sexuelles. Khaled al-Ishri était bien souvent présent dans les fouilles de détenues femmes dans la section des femmes. Il a frappé P0665 avec un tube en plastique dur avant de lui ordonner de se déshabiller devant lui. Lorsqu'elle a hésité à retirer ses sous-vêtements, Khaled al-Ishri l'a averti. Il lui a dit de coopérer ou qu'il ferait la fouille lui-même. Et il a ensuite ordonné à un autre détenu de pratiquer cette fouille, y compris sa poitrine et les parties génitales, alors que lui regardait. La victime décrit cette expérience comme, et je la cite, une humiliation qui ne disparaîtra jamais. Khaled al-Ishri a soumis un autre témoin, P0943, une autre femme, au même traitement dégradant. Il lui a ordonné de se déshabiller entièrement, menacé de la frapper, l'appeler un sale animal et une pute de rue. Lorsqu'elle était totalement nue, il a demandé à un autre détenu, une femme, de la fouiller en touchant ses parties génitales, en lui disant, et je le cite, « En bas, vas-y, entre ta main ». Fin de citation. Encore une fois, Khaled al-Ishri regardait. P0943 était terrifiée. Elle a pensé que Khaled al-Ishri allait la violer. Les prisonniers étaient ensuite assignés à l'une des sections de détention de la prison, dont chacune contenait soit des cellules conjointes, soit des cellules individuelles qui étaient juste en face de l'administration de la prison. Et les preuves montrent que pendant la période incriminée, il y avait à la prison entre 1700 et jusqu'à 5140 détenus, y compris donc des hommes, des femmes, des garçons et des filles, libyens et non libyens. Tout au long de la période incriminée, les victimes vivaient et mouraient dans des conditions dangereuses, inhumaines et dégradantes, dans une ambiance de terreur et sous la menace constante d'actes
de violence barbare. Les mauvais traitements étaient constants partout, dans les cellules, dans les couloirs, et en particulier dans les cours intérieures qui séparaient les différents quartiers pénitentiaires, ainsi que sur l'esplanade extérieure au nord de la prison. Ces espaces étaient considérés comme l'AREA. Et à l'instar d'une ACLIA, ils étaient équipés d'éléments spécifiques permettant un usage systématique de la torture. La violence commençait dès l'arrivée des détenus à Mitiga. Khaled al-Ishri, je cite un anonyme, a souhaité la bienvenue à P1673 à la prison en lui tirant une balle dans le pied en ordonnant à ses gardiens de le frapper. La violence était routinière et routinièrement, quotidiennement utilisée contre les détenus. Les auteurs de Mitiga frappaient partout, sur tout le corps, y compris les parties génitales, les mains, les pieds, et également en utilisant des objets comme des tubes en plastique dur, appelés PPR, des barres d'acier ou des câbles électriques. À Licherie, le suspect était même connu pour battre les détenus avec une pelle. P1673 a été le témoin une fois d'Al-Ishri qui chassait un prisonnier à coups de pelle et l'a frappé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, laissant le sol couvert de sang. Une technique de frappe utilisée fréquemment à la prison de Mitiga était le falaka. Les gardes attachés ou contraignaient et levaient les jambes des détenus avant de les fouetter ou de les frapper sur la plante des pieds, leurs orteils, leurs mains et leurs fesses, provoquant lacérations, plaies et ampoules. Et pour accroître leur douleur, les victimes pouvaient être forcées ensuite à courir sur leurs pieds blessés. Plusieurs fois, P0993 s'est vu laissé pendant des heures dans un couloir avec ses pieds dépassants et attachés à un portail en métal. Et tous ceux qui passaient, tous les gardes qui passaient, le frappaient dans les pieds. Une fois qu'il a été libéré, il a dû ramper jusqu'à sa cellule, incapable qu'il était de marcher pendant des semaines. Khaled al-Ishri, Osama Njim et les autres auteurs punissaient souvent des cellules entières, voire des quartiers entiers, en les frappant, en les jetant par terre, à genoux ou sur le ventre, en leur faisant maintenir des positions difficiles comme faire des pompes ou faire la planche, ou les obliger à se rouler dans la boue, ou les uns sur les autres. P0719 décrit comment ce qui était appelé le vendredi torture. Un commandant de la prison de Mitiga a emmené 25 à 30 détenus sur un terrain et demandé à ses gardiens, je le cite, de les frapper en leur disant, je le cite, « Je veux voir le sol couvert de sang ». Fin de citation. Ou d'autres commandants emmenaient 80 à 90 prisonniers, pareil, et les frappaient sauvagement. P0719, et je le cite, disait « C'était l'enfer sur terre. La torture était permanente, tout le temps. » Les tortionnaires considéraient cela comme divertissant. Fin de citation. Les femmes détenues dans le quartier des femmes n'évitaient pas les coups. P1733 dit que Khaled el-Ishri, et je cite, n'arrêtait jamais de frapper des détenus femmes jusqu'à ce qu'ils voient du sang couler. Fin de citation. P1722 lui a vu infliger des punitions collectives à des groupes de 5 à 15 femmes en même temps. Il alignait les femmes face au mur et puis il les fouettait sur le dos et les fesses en utilisant de longs tubes en plastique pour qu'il puisse ainsi frapper le plus de femmes possible en même temps. Une fois, il a fouetté P0943 sur l'ensemble de son corps avec un bout de bois alors qu'elle était suspendue au plafond. Il l'appelait bâtarde, animal, salope. Elle criait, il frappait en particulier ses seins et ses fesses alors qu'elle pleurait et le suppliait de la laisser descendre.
Khaled El-Eshri et des autres auteurs de Mitiga, parfois frappés jusqu'à la mort. P1722 et P1750 ont tous les deux vu Khaled El-Eshri frapper des détenus à la tête avec une pelle. Ces deux détenus sont morts. P1720, un autre témoin, a vu Khaled El-Eshri et d'autres torturer un détenu sur plusieurs jours. Et le troisième jour, le témoin a vu le détenu gisant par terre, à ciel ouvert, gravement blessé. Il est dit, je le cite, il avait des lacérations du sang. Il était sur le côté, incapable de s'asseoir, couvert d'excréments. Et il a demandé clairement à ce qu'il soit emmené à l'hôpital. Il est mort le lendemain. Les auteurs de Mitiga, y compris Khaled El-Eshri lui-même, ont emmené les détenus fréquemment en dehors de leurs cellules pour leur infliger des mauvais traitements. L'un de ces terrains était connu comme le quartier islamique, qui est une référence à un quartier de Tripoli connu pour ses abattoirs, et donc évoqué ainsi appelé ainsi parce qu'il évoque les carcasses de viande qui sont accrochées à des crocs. Dans cet endroit, Khaled El-Eshri et d'autres auteurs suspendaient les détenus fréquemment à des crochets pour leur infliger des coups et d'autres types de torture. La torture par suspension provoque des douleurs articulaires extrêmes, dislocation des épaules, des coupures, des lacérations aux poignets, des blessures durables et des handicaps à long terme. P1722, qui a été suspendu par El-Eshri, a déclaré, je le cite, « La douleur était insupportable. J'ai senti comme si mon corps était coupé en deux. » Fin de citation. Dans sa position, Khaled El-Eshri frappait le témoin sur le dos et sur les épaules avec une barre en métal. P0942 a lui aussi été soumis à cette méthode de torture, décrivant les cris avant de défaillir. Et je le cite, « Je pouvais sentir mes os et ma poitrine craquer. Je pouvais sentir les muscles de mes épaules se disloquer. » Fin de citation. Suspendus, les auteurs frappaient les détenus avec des tuyaux en plastique, tiraient leurs jambes pour accroître leur douleur. Khaled El-Eshri s'assurait personnellement que la torture infligée aux détenus était aussi douloureuse que possible. Une fois, alors qu'il a trouvé plusieurs détenus suspendus par les mains devant leur corps, il les a accrochés, suspendus avec les mains derrière le corps, avant de tirer leur corps vers le bas jusqu'à ce que leurs épaules se déboîtent. P1750 a déclaré, je le cite, « Je ne peux pas décrire la douleur que j'ai ressenti avant de défaillir. Lorsque je me suis réveillé, mes bras étaient au-dessus de ma tête, mais du mauvais côté. Khaled El-Eshri avait tiré mon corps vers le bas et mes bras et mes épaules s'étaient déboîtés et restaient du mauvais côté. » Fin de citation. Certaines de ces victimes étaient partiellement dénudées au moment de ces tortures. Khaled El-Eshri et d'autres auteurs de Mitiga parfois laissaient les détenus suspendus, accrochés à un poteau ou enchaînés à un mur jusqu'à ce qu'ils meurent. P1736 a vu une fois Khaled El-Eshri ligoter deux jeunes détenus qui avaient des marques de coups visibles à un poteau et leur a demandé aux autres détenus de ne pas les aider. Après 2 jours, lorsque l'un des deux hommes a demandé à être tué, Khaled El-Eshri a répondu, et je le cite, « Tu ne vaut pas la peine d'être tué, tu mourras ici. » Fin de citation. Et le 3e jour, les 2 détenus sont morts, l'un après l'autre. Ce n'était pas un incident isolé, mesdames les juges. P0720 et P1720 ont tous deux été les témoins du meurtre de détenus suspendus de la même manière par Khaled El-Eshri. Une autre méthode de torture utilisée par les auteurs de Mitiga était de tirer sur les détenus, en particulier sur les membres inférieurs. Khaled El-Eshri a tiré au moins sur 27 détenus.
Il a ordonné à un détenu de s'asseoir par terre, couvrir son visage et d'arrêter de bouger. De couvrir son visage et d'arrêter de bouger. Le victime a ensuite entendu un grand bang et a senti son corps reculer. Quand il a ouvert ses yeux, il était en choc. Il a vu un gros trou dans sa jambe et il voyait du sang. Il dit, je le cite, j'étais choqué, je ne pouvais pas croire ce qui venait de m'arriver. J'étais hystérique, j'ai continué de toucher le sang de mes mains et me frottant les yeux. J'ai essayé de me lever, mais je ne pouvais pas. El-Ishri a continué de me regarder et de m'insulter, m'appelant chien. Fin de citation. Khaled al-Ishri a également tiré pour tuer. P0595, P0720 et P1745 ont tous été les témoins de Khaled al-Ishri tirant et tuant plusieurs détenus. Une fois, il a tiré à la mitrailleuse contre un bloc de cellules entier, tuant au moins une personne et en blessant plusieurs autres. Il a également tiré sur P0925 pour le tuer, mais le témoin a survécu du fait de circonstances indépendantes de la volonté et des intentions de Khaled al-Ishri. D'autres détenus sont morts après avoir été battus et tirés dessus et privés des soins médicaux nécessaires. Khaled al-Ishri a tiré sur un détenu 2 fois, dans les jambes, sous le genou, et l'a laissé dans sa cellule, en ne revenant que le soir pour le frapper. La fois d'après, quand il est revenu dans la cellule, c'était que pour ramasser le corps de ce détenu décédé. On l'a ensuite trouvé dans les rues de Tripoli. Violences sexuelles et violences reproductives faisaient partie intégrante du système de détention mis en place par les auteurs de Mitiga. Khaled al-Ishri infligeait lui-même des tortures sexuelles à des hommes et des femmes à Mitiga. Il a tiré une fois le pantalon d'un homme devant une femme, P1736 à Nakia, a attrapé le pénis de cet homme et l'a tiré, l'appelant pute. Une autre fois, il a frappé P1710 avec un tube en plastique à la tête, la poitrine, les organes génitaux et les fesses. Beaucoup de femmes et de filles dans la section des femmes étaient aussi soumises à des abus sexuels et étaient violées. Peu après l'arrivée de P1736 à la prison de Mitiga, Khaled el-Ishri l'a déshabillé violemment, a plaqué sa face contre un mur, attrapant ses seins par l'arrière et l'a violé analement. P0943 a été accroché par les pieds par Khaled al-Ishri, qui l'a ensuite battu, touché sa poitrine, ses fesses et ses parties génitales. Khaled al-Ishri a puni également une femme en lui tordant le bras, le forçant à s'allonger devant lui, en la pressant et frottant son sexe contre elle en lui disant « Tu n'apprends jamais, tu n'écoutes jamais, qu'est-ce qui se passe ?» Fin de citation. Khaled al-Ishri, Osama Njim et d'autres auteurs de Mitiga ont violé des douzaines de femmes à Mitiga. Khaled al-Ishri prenait les femmes et les filles de la section des femmes le soir pour les emmener vers ce qu'ils appelaient une zone de plaisir dans le complexe Mitiga, qui était une zone réservée à pour l'usage des auteurs. Lorsque ces femmes retournaient en prison, elles ont dit à 1736 que Khaled el-Ishri les avait violées. Khaled el-Ishri violait ces femmes et ses enfants de force, les menaçait, appliquait cette terreur, cette violence, cette détention de manière abusive, oppressive, coercitive. L'une de ses filles, une mineure, est revenue en prison avec de violents coups sur le sommet du corps. Elle avait résisté aux tentatives de viol de Khaled el-Ishri qui, en échange, l'avait violemment battue. Les auteurs de Mitiga violaient également les hommes. Des hommes détenus étaient bien souvent emmenés, isolés des autres détenus et violés. Un témoin a été laissé seul dans une cellule à son arrivée à la prison de Mitiga. Là, un gardien est venu plusieurs fois d'affilée pour le violer. Le gardien attachait ses mains, l'appelait chien ou animal lorsqu'il essayait de résister, puis le violait analement
et même une fois à l'aide d'une bouteille d'eau. Après avoir été torturé, un autre détenu, P0551, a été laissé seul dans une cellule lorsqu'un auteur de Mitiga est venu pour le violer oralement et analement à la pointe du fusil, en lui disant « C'est moi qui commande et tu n'es pas en mesure de refuser ». Fin de citation. Les mineurs étaient exploités sexuellement par les auteurs en échange d'aliments ou d'un appel téléphonique à un proche. P0595 a vu une fois un garçon qui pleurait hystérique tout en saignant de l'anus. Le garçon lui a alors dit que c'était un des auteurs de Mitiga principaux qui lui avait fait. En plus des viols et de la violence sexuelle imposée aux détenus, Khaled El-Ishri et les auteurs de Mitiga délibéraient volontairement les détenus au risque de viol et de violence sexuelle de la part d'autres détenus. D'abord, ils savaient que la surpopulation carcérale voulue obligeait les détenus à dormir si proches les uns des autres que ça allait alimenter la violence entre les détenus. Et ils ont maintenu ce système pendant des années. Pire encore, ils utilisaient les détenus connus comme des violeurs ou des agresseurs sexuels en plaçant volontairement des détenus dans leurs cellules en guise de punition. Un interrogateur a une fois expliqué à P1673, et je le cite, « Je vais te mettre dans une cellule où quelqu'un va te violer pendant toute la nuit ». Fin de citation. Un autre détenu a été déplacé vers ce qu'on appelle maison zéro en tant que punition. C'est une cellule qui rassemblait les détenus connus pour violence, y compris violence sexuelle contre d'autres détenus. Ce détenu a été violé en groupe par 4 autres détenus dans cette cellule. Il a crié, mais il a demandé aux gardes de venir, mais personne n'est venu. P0498 déclare, et je le cite, « Si les gardes souhaitent torturer quelqu'un, le détruire psychologiquement, l'intimider, atteindre sa dignité, il le place à l'intérieur de cette cellule. » Fin de citation. Les prisonniers pouvaient entendre les gens appeler à l'aide, taper sur la porte de cette cellule. Khaled El-Ishri avait la conscience de ces crimes, le mens rea nécessaire pour ces crimes. La prison de Mitiga se caractérisait par un contrôle total des détenus, une ambiance de terreur, des abus systématiques généralisés et une impunité absolue. Dans ces circonstances, le viol et les violences sexuelles étaient tout à fait ordinaires dans cet environnement coercitif inhérent de la prison. En d'autres termes, à Mitiga, ces crimes étaient courants. Khaled El-Ishri savait que ces crimes étaient perpétrés en vertu, entre autres, de son rôle de leader et sa présence régulière à la prison. Ce rôle central à la prison de Mitiga avait institutionnalisé ces mauvais traitements et il s'engageait bien sûr personnellement lui-même contre les hommes, les femmes et les enfants. Mesdames les juges, voici là quelques-unes des nombreuses mesures de méthodes de torture utilisées par El-Ishri et les auteurs de Mitiga. Quelques-uns des nombreux exemples spécifiques décrits par d'anciens détenus. D'autres formes de mauvais traitements utilisées à la prison principale et à Naklia étaient constitutifs de torture, traitements cruels, atteinte à la dignité de la personne et autres actes inhumains qui comprenaient l'asphyxie en particulier et par un confinement dans un espace exigu, dans une boîte décrite comme étant un cercueil pendant de longues périodes de temps. L'utilisation d'objets tranchants, par exemple des perceuses électriques sur la chair de détenu, l'amputation des doigts d'une main, la torture dentaire, l'arrachage des ongles causé par de violents coups au visage, sur les mains et aux pieds des détenus, les brûlures, l'exposition à des produits chimiques par l'usage gratuit des sprays au poivre ou au piment dans les cellules de détention, la privation des conditions essentielles, l'humiliation, des traitements dégradants, les menaces, l'intimidation, la privation de sommeil, l'isolement, la détention en
en confinement ou en isolement cellulaire, la surcharge sensorielle, les pratiques, autres pratiques psychologiques, autres formes de torture psychologique. Les victimes étaient également contraintes d'assister aux mauvais traitements infligés à d'autres personnes, y compris des proches. Par exemple, El-Hirshi battait souvent les femmes placées sous son contrôle devant leurs enfants. Les enfants se cachaient entre les jambes, hurlaient, pleuraient. Il a également tiré sur une femme au genou devant sa fille de 13 ans. Une forme de mauvais traitement permanente impliquée aux auteurs de Mitiga consistait en des conditions dangereuses et déshumanisantes dans lesquelles les détenus étaient maintenus et qui imprégnaient chaque aspect de leur vie et de leur existence au quotidien. Ces conditions répondent ou réunissent les éléments constitutifs des crimes de torture, traitement cruel, atteinte à la dignité personnelle, autres actes inhumains. El-Hirshi et les auteurs de Mitiga n'ont pas simplement privé les victimes de leur liberté physique, ils leur ont systématiquement refusé ou privé les victimes de la satisfaction de leurs besoins humanitaires les plus fondamentaux. Ils les ont soumis à la faim, à la déshydratation. Ils leur ont refusé des soins médicaux, du sommeil, des conditions d'hygiène de base. Ils les ont laissés sans abri, exposés au froid, à la chaleur extrême. Ils les ont confinés dans des cellules non ventilées, sans lumière. Ils les ont maintenus dans des cellules exiguës, surpeuplées, les privant d'espace, de vie privée. Ils les ont soumis à un isolement prolongé. Certains ont été détenus au secret pendant de longues périodes, laissant leurs proches dans l'incertitude quant à leur sort ou au lieu où se trouvaient. Beaucoup ont été privés de contact significatif avec les membres de leur famille. Ils les ont également privés de tout sentiment de sécurité physique ou psychologique. Et enfin, en les maintenant dans ces conditions, ils ont pris leur dignité. Ils les ont privés de leur dignité. Sur vos écrans, vous avez une image, non pas de la prison elle-même, mais elle a été fournie au procureur par les rescapés de cette prison, car elle reflète les conditions de vie qui y régnaient. Les détenus ont été enfermés dans des cellules extrêmement exiguës, surpeuplées pendant des années. Ils dormaient directement sur le sol, à même le sol, disposaient de très peu d'espace, devaient dormir à tour de rôle. Un groupe de prisonniers dormait pendant quelques heures, tandis qu'un autre restait debout, à attendre son tour. Pendant des heures, il dormait dans des positions difficiles. Il dormait dans des positions difficiles, inconfortables, adossé à un mur, debout dans les toilettes, dormant sur un pied parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'espace pour la deuxième jambe. Ce système a entraîné des privations chroniques de sommeil. Ceux qui pouvaient s'allonger par terre étaient entassés comme dans des boîtes de sardines et dormaient sur le côté, serrés de part et d'autre par des détenus. P1673 indique qu'il n'y avait pas d'intimité, on ne pouvait pas bouger sans toucher les parties intimes d'un autre détenu. Les détenus sont devenus agressifs parce qu'ils luttaient pour l'espace. Certains ont été victimes d'agressions sexuelles de la part d'autres détenus. Sa première nuit à la prison de Mitiga, P0511 a été sexuellement agressé par un détenu qui dormait derrière lui et battu au visage par celui qui se trouvait devant lui. Certains prisonniers étaient placés en isolement cellulaire pendant longtemps. Après son arrestation, P1070 a été battu au point de perdre conscience au Naklia. Lorsqu'il s'est réveillé, toujours en état de choc, il était couvert de sang. Il s'est retrouvé dans une cellule en isolement. Il y est resté pendant 20 jours, dormant dans le noir. Et à sa tête, il y avait un trou qui lui servait de toilette. En raison de leur détention prolongée dans des espaces confinés, sans possibilité de sortir pour s'exercer, de nombreux détenus ont développé une atrophie musculaire.
Les détenus ne pouvaient pas se laver en matière d'hygiène. Ils vivaient dans des conditions misérables, ne portant que les mêmes vêtements, n'étaient pas rasés, mal nourris, ne pouvaient rarement se laver. Ils vivaient comme dans des caves. Ils décrivent leurs cellules comme étant sales, couvertes, infestées d'insectes et de moisissures. Elles étaient chaudes, humides, sans ventilation, empestaient à tel point que les gardiens se couvraient la bouche et le nez lorsqu'ils ouvraient et traitaient les prisonniers d'ordures, de sales ordures. P0486 déclare: on ne garderait pas du bétail, encore moins des êtres humains. Certaines cellules disposaient d'une seule toilette et d'un trou dans le sol sans intimité pour jusqu'à 100 détenus. Quelques jours après son arrivée à la prison de Mitiga, P054 a été conduit dans une petite cellule surpeuplée, sans fenêtre, sans ventilation. Lorsque les gardiens ont ouvert la porte de la cellule, une odeur nauséabonde s'en est dégagée du fait de la respiration des prisonniers entassés les uns sur les autres. Les gardiens ont donné un coup de genou à P0054 et lui ont également donné un coup de pied pour le pousser. P0568 déclare que c'était un soulagement chaque fois que les gardiens l'amenaient dehors, lui et les prisonniers, pour les battre, car ça leur permettrait de prendre de l'air. Ils prenaient souvent des mesures lécheries pour accroître les souffrances des détenus, en coupant le système de ventilation, pour les punir, interdisant le ramassage des ordures. Les détenus, certains détenus étaient dans la section des femmes et vivaient dans les mêmes conditions insalubres avec des nourrissons des enfants. Elles se voyaient refuser des soins menstruels de base. Elles étaient forcées à accoucher dans des conditions sans assistance médicale et elles cherchaient à délibérément infliger de graves violences reproductives à cette femme. Les maladies étaient monnaie courante, notamment la tuberculose, la diarrhée, les hémorroïdes, l'insuffisance rénale. Beaucoup souffraient de gale, d'éruptions cutanées, d'affections cutanées qui les faisaient se gratter jusqu'au sang. Donc, il y avait très peu de soins médicaux pour les détenus, ce qui a aggravé l'impact de ces conditions de détention et qui étaient généralement létales. Les détenus étaient jetés dans les cellules avec de graves blessures issues de la torture, des blessures par balles, les épaules disloquées, les dents et les os cassés, les coupures, des ecchymoses, des œdèmes, y compris dans les parties génitales. Donc, ils étaient laissés avec des problèmes engageant, des problèmes de santé engageant leur pronostic vital, mal nourris, exposés à des infections et à la maladie. Les auteurs de Mitiga, dont El Ishri, ont ignoré et refusé explicitement d'aider les détenus blessés et malades ou en détresse. Les gardiens menaçaient de torturer, de tirer sur ceux qui demandaient de l'aide et même ceux qui venaient prêter assistance aux autres détenus. Les prisonniers étaient laissés à eux-mêmes et devaient s'occuper d'eux-mêmes. Les prisonniers ont été soumis à la torture par suspension et ces témoins étaient souvent renvoyés dans leurs cellules avec des épaules disloquées. P0054 décrit avoir vu des détenus présentant ce qui ressemblait à des malformations sur leurs poignets et leurs épaules. Les autres prisonniers essayaient de les aider en appuyant leurs épaules. P0498 dit: nous ne sommes pas des docteurs ni des infirmiers, nous devions faire quelque chose pour ramener ces personnes à leur état normal. Selon P0925, c'était une question de survie, une question de vie ou de mort. De nombreux détenus mouraient dans leurs cellules, parfois de mort lente. Ces décès n'étaient pas accidentels, isolés, fortuits. Il s'agissait tout simplement de meurtre. Un jour, P0571 a entendu un coup de feu et lorsqu'il a regardé par la fenêtre de sa cellule, il a vu El Ishri tenu près d'un prisonnier dont la jambe saignait. El Ishri a ordonné: jetez-le, débarrassez-vous de lui et que cette blessure s'infecte. Les gardiens disaient souvent aux détenus de ne pas les appeler
à moins qu'un détenu ne refroidisse, à savoir qu'il meure. P0650 a vu un détenu couvert de sang, à peine conscient, incapable de parler, amené dans sa cellule. Lorsque les autres prisonniers ont demandé de l'aide, les gardes les ont avertis en disant que s'il parlait encore, il sera amené pour être torturé. 2 heures plus tard, le prisonnier était mort. Les cadavres étaient laissés avec les détenus survivants pendant de longues périodes avant d'être enlevés et jetés dans la ville sans formalité ni identification. Mesdames les juges, les auteurs de Mitiga ont également privé les détenus de leur sentiment fondamental de sécurité physique et psychologique. Ils les ont contraints à vivre dans la terreur constante, dans un état de peur. Ils ont attisé la peur par des insultes, des humiliations, des menaces, la violence et la mort, la captivité indéfinie. 2 gardes ont montré ont montré à P0720 une matraque en bois couverte de sang et d'excréments. Ils l'ont menacé de la violer ou de le violer par voie anale avec cette matraque. On a dit un jour à P1710, tu quitteras cet endroit enveloppé dans une couverture. Et Lichri lui-même a un jour menacé de tuer tous les détenus en lançant une grenade dans les cellules. L'humiliation était courante. Lorsqu'il a été battu et insulté, P1673 a été forcé d'aboyer comme un chien et de bêler comme une chèvre. D'autres ont été contraints de lécher leur vomi, forcés de se rouler par terre, des insultes, chien, pute, ou d'autres insultes visaient les parents, les proches, et étaient vécues comme particulièrement humiliantes et dégradantes dans le contexte libyen. Mesdames les juges, ce n'est que quelques exemples du type de sévices qui faisaient partie de la vie quotidienne des détenus à la prison de Mitiga. Même lorsqu'ils n'étaient pas eux-mêmes ciblés, les détenus pouvaient voir d'autres être torturés, pouvaient observer les prisonniers blessés ou mourants dans leurs propres cellules, entendre les bruits de torture, de souffrance humaine dans toute la prison. P0595 a décrit les cris, ou plutôt le bruit de Khaled El-Richi qui criait et insultait les femmes, qui le suppliaient d'arrêter de les battre. Il disait que ces cris étaient terrifiants et étaient quotidiens. Le témoin P0650 le confirme en disant que c'était la vie en prison d'entendre les cris, d'entendre les gens pleurer, se faire torturer et ne pouvoir rien faire, et ne pouvoir parler à personne. Les détenus étaient terrifiés à l'idée d'entendre les gardiens les appeler par leur nom, car ça signifiait qu'ils devaient être amenés au Naklia. P0090 se souvient que lorsqu'un prisonnier était appelé au Naklia, il devenait pétrifié et devait aller aux toilettes pris de diarrhée. Une fois que vous entriez au Naklia, vous en sortiez soit dans un cercueil, soit avec un handicap. Les détenus étaient également terrifiés chaque fois que Khaled El-Richi était présent. P1722 se souvient que lui et les autres prisonniers se cachaient dans les toilettes de sa cellule, un espace d'à peine 1 mètre carré, entassés les uns sur les autres pour ne pas être repérés, pour ne pas être appelés et pour ne pas être victimes de sanctions. Les détenus ont été maintenus pendant des années dans ces conditions sans connaître leur sort. El-Richi lui-même a dit à P1736, je cite, quiconque entre ici devient une personne disparue. Il a averti ses victimes qu'il ne verrait pas le monde extérieur jusqu'à ce que la Libye ait des gratte-ciel, à savoir dans un avenir très lointain ou probablement jamais. La plupart des détenus n'ont jamais été inculpés, déférés devant un procureur ou un juge. Certains détenus étaient si désespérés d'être référés devant un juge qu'ils engageaient une grève de la faim. Un détenu se souvient, nous voulions être déférés devant le procureur général ou mourir. Même ceux qui ont finalement été présentés devant le procureur
même pour ceux qui finalement ont été déférés devant le procureur, cette décision a été prise de manière arbitraire, sans procédure régulière et souvent sur la base de preuves entièrement fabriquées de toutes pièces. Lorsque, après des années de détention, P0947 a appris qu'il serait présenté devant le procureur, l'interrogateur lui a dit qu'il n'avait rien contre lui et que le témoin devait parler pour pouvoir être envoyé devant la justice. Lorsqu'il a répondu qu'il n'avait rien à dire, l'homme l'a suspendu, la main dans le dos, lui a infligé des charges électriques. Lorsqu'il a finalement été déféré devant le procureur, on lui a dit qu'il avait déjà passé, que les années passées en prison ne comptaient pas et qu'il n'avait pas été informé de sa détention au départ. Les décisions judiciaires d'ordre de libérer les prisonniers ne comptaient pas. C'était les responsables de la prison de Mitiga qui décidaient quand les prisonniers devaient être libérés, comme les témoins l'ont expliqué. Ils ont ramené beaucoup de prisonniers dans leurs cellules malgré des ordonnances de libération qui ont été délivrées, qu'ils ont refusé de reconnaître, qu'ils ont tout simplement déchiré devant les détenus eux-mêmes. La libération venait parfois comme une surprise. Les auteurs ont laissé beaucoup de personnes sortir de complexes sans explication, mais avec un avertissement, à savoir que s'ils parlaient de ce qui leur était arrivé, ils seraient à nouveau emprisonnés. Et à ce jour, des années après leur libération, les victimes ne savent toujours pas pourquoi ils ont été emprisonnés et pourquoi tant d'années de leur vie ont été perdues. Tout au long de la période visée par les charges, les mauvais traitements que je viens de décrire étaient une occurrence quotidienne pour des milliers de prisonniers et forgeaient chaque moment de leur existence, et ce pendant des années sans fin. Des éléments de preuve montrent qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'au moins 945 victimes identifiées ont été soumises à l'emprisonnement, à la torture, au traitement cruel, à l'atteinte à la dignité de la personne, aux actes inhumains, chef 1 à 6. Y compris 125 femmes, 770 hommes et 50 enfants, dont 13 filles et 27 garçons. Au moins 10 victimes identifiées ont été violées. Au moins 49 victimes identifiées ont été soumises à d'autres formes de violences sexuelles. Et au moins 89 victimes identifiées ont été victimes de meurtre ou de tentatives de meurtre. Conformément à la décision que vous avez prise relative à la confirmation des charges dans l'affaire Duterte, le nombre de victimes ne sont pas exhaustifs et illustrent tout simplement les crimes reprochés en l'espèce. Bon nombre de ces victimes ont été soumises à des crimes multiples infligés par Khaled El-Rishri et d'autres auteurs, avec une extrême cruauté et souvent et tout au long de la détention, marquée par une terreur sans fin. Madame la Présidente, Mesdames les juges, ceci m'amène à la conclusion de mes observations relatives au chef 1 à 12. Demain, ma collègue Diane Le Pen continuera à vous présenter les autres crimes reprochés par le procureur. Merci. Donc nous sommes arrivés au terme de notre programme pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 10 h le matin avec la suite des observations orales du procureur. Je remercie les parties et les participants, ainsi que nos interprètes, le personnel technique, les sténotypistes et tous ceux qui ont permis à cette première journée d'audience de se dérouler sans embûche. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.